Donc bonjour à tous, je me présente, je suis Dorothée Dumoulin, à la base donc diplômée infirmière, cadre infirmier formateur dans une EFSI à mi-temps. Et j'exerce depuis 3 ans en activité libérale, donc ma profession, ma deuxième profession, on va dire, mon deuxième métier, le métier d'équithérapeute. Je suis diplômée de la SFE depuis septembre 2010, il me semble. Je reçois un public relativement varié. Ça va de l'enfant de 3 ans jusqu'à la personne, je dirais, mature, puisque ma plus ancienne patiente en âge a 100 ans. Donc prise en charge individuelle ou de groupe, donc pour des problématiques très variées, handicaps mentaux, problèmes psychiatriques, problèmes psychologiques, contexte familial, social et scolaire défavorisé, etc. Donc, juste avant d'être diplômée de la SFE, j'avais été sollicitée par une EHPAD pour une prise en charge de personnes présentant des symptômes de la pathologie d'Alzheimer. Donc, c'est de cette pratique qu'on m'a demandé de parler aujourd'hui, sachant que ce que je vais vous présenter, c'est pour moi une synthèse d'un projet qui était encore à l'état expérimental. J'en tire simplement encore des conclusions à l'heure actuelle afin de pérenniser le projet. Et donc, cette prise en charge expérimentale est, à mon avis, trop rarement proposée aux établissements qui hébergent des personnes âgées institutionnalisées. Et ça pourrait être développé, puisque vous verrez qu'il y a une patientèle potentielle importante. Donc, mon intervention va être en 3 parties. Un rappel des symptômes du vieillissement physiologique et du vieillissement pathologique, avec les symptômes de la pathologie d'Alzheimer. Une synthèse de l'histoire de la prise en charge, avec un exemple concret de séance, et puis un bilan de la prise en charge. Alors, comme j'ai vu qu'il y avait une population de professionnels très variés, je pense qu'il est nécessaire de faire un petit rappel sur les symptômes du vieillissement normal. Donc, au niveau cognitif, il faut savoir que les connaissances acquises au niveau de la vie sont relativement maintenues, mais qu'elles dépendent beaucoup du niveau socio-professionnel de base de la personne. Cependant, on va quand même remarquer que les personnes qui vieillissent vont avoir une diminution des capacités attentionnelles et des capacités de concentration, une diminution des capacités mnésiques, entre autres mémoire à court terme, et atteinte des fonctions exécutives avec des problèmes de résolution de problèmes qui vont être difficiles pour eux. Au niveau psychique, je reprendrai une citation. Donc, le vieillissement psychique commence au moment où le fantasme d'éternité rencontre une limite jusque-là ignorée par la libido. Donc, effectivement, l'échéance de la mort qui, pour les jeunes de 20 ans, est très, 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 très lointaine. À partir de 85, ça se rapproche dangereusement. Hein. On s'aperçoit que son corps ne suit plus, alors que sa tête est parfois relativement bien encore conservée. Et donc, il existe une grande ambiguïté entre le vécu corporel de la personne âgée qui se souvient de tous les plaisirs de sa vie et le vécu actuel avec souvent des déplaisirs au quotidien, les petites douleurs, les petites choses comme ça qui ternissent leur fin d'existence. Donc, il faut savoir que tout ce qu'elle perçoit de son corps, tout ce qu'on lui renvoie à nous par notre regard, va vraiment être important dans la façon dont elle se perçoit. Et on peut dire que chaque atteinte physique fait perdre à la personne des éléments narcissiques et a conséquence un désinvestissement des activités, un désinvestissement de l'intérêt pour la vie et une perte d'élan vital. Au niveau corporel, donc je ne reprends que les éléments qui vont avoir une incidence sur les séances d'équithérapie, parce qu'il y a plein d'incidences du vieillissement physiologique. Alors, ce qu'il va falloir prendre en compte dans les séances d'équithérapie, c'est la limitation de l'adaptation à l'effort. Il ne faut pas demander des gros efforts physiques à quelqu'un de 85 ans, a priori aussi à des gens qui ont une centaine d'années. Hein. Donc, effectivement, programmer des séances en adéquation et bien sûr avec de nombreuses pauses entre chaque exercice. Il y a une modification de la démarche, de la posture et de l'équilibre avec un risque de chute. Donc là, faire attention, entre autres dans le manège où le sol est instable, sachant que les chutes chez les personnes âgées avec l'ostéoporose qu'elles présentent sont souvent synonymes de fractures. On retrouve aussi des ankyloses articulaires, une perte de l'amplitude et de la force des mouvements. Donc faire attention aussi à ce qu'on demande en termes de mouvement. Il faut simplement envisager qu'une simple traction sur la longe par un poney Shetland peut tout à fait
avoir des conséquences en termes de lésions définitives au niveau, par exemple, de l'épaule. Hein, vraiment, c'est très très fragile au niveau articulaire. Donc bien sûr, il y a des problèmes au niveau aussi de l'adaptation à la chaleur, mais aussi au niveau du froid, et on verra que les séances, malheureusement, sont très souvent annulées du fait de la température extérieure. On ne peut pas mettre dehors des personnes de 85 ans s'il fait 5 ou 0 degré. Hein. De la même façon, il y a des difficultés sensorielles, donc la vue, l'ouïe et le toucher sont perturbés par le vieillissement, avec des difficultés de communication. Ça prédispose à l'isolement social et à une diminution de l'intérêt pour les activités proposées. Donc ça, c'est la personne qui vieillit, je dirais, de façon normale. Alors, sur ce type de vieillissement normal, peut se surajouter des symptômes de la pathologie d'Alzheimer. Donc, au niveau de la patientèle potentielle, oui. Faut savoir que les symptômes d'Alzheimer sont la première cause de symptômes démentiels en France, et c'est la première cause de motif d'entrée en termes d'institutionnalisation, donc de rentrée en maison de retraite. On a actuellement à peu près 900 000 personnes en France qui présentent les symptômes, et il faut savoir qu'il y a à peu près 200 000 nouveaux cas par an. Donc effectivement, on peut proposer cette prise en charge sans avoir peur de ne pas avoir de clients. Il faut savoir qu'avec le développement du vieillissement dans la population actuelle en France, il va y avoir aussi un boom important au niveau des gens qui vont présenter des symptômes démentiels. Alors, pour les symptômes qui sont présentés, donc ça va s'installer progressivement sur plusieurs mois ou sur plusieurs années. Bien sûr, ça va s'aggraver avec le temps. On va retrouver une atteinte de la mémoire antérograde. Ce sont souvent ces problèmes de mémoire qui vont être les premiers symptômes qui vont déranger la personne et qui vont déranger l'entourage. Ça va être l'oubli des rendez-vous, la perte d'objets dans sa maison, la répétition d'informations alors qu'on l'a déjà dit 10 fois, etc. Des troubles de l'orientation temporo-spatiale avec des gens qui vont oublier et qui vont se perdre sur des trajets connus pourtant d'eux. Ils vont oublier la date du jour, la saison, l'année. Il y a une atteinte des fonctions instrumentales. Donc le langage va s'appauvrir, il va y avoir une difficulté de compréhension, une atteinte de l'écriture et de la lecture. Il va y avoir au niveau des praxis des difficultés à organiser les différents gestes dans un but précis. Au niveau moteur, c'est intact mais n'arrive plus à planifier les différentes séquences pour réaliser un geste précis. Et au niveau des gnosies, il va y avoir des difficultés à reconnaître, entre autres, ils vont vous prendre pour leur fille ou leur mère, etc. Donc difficulté à reconnaître même les gens proches. Donc tout ceci va entraîner une diminution de l'autonomie proportionnelle à la gravité des symptômes. Il faut savoir qu'en plus, la pathologie d'Alzheimer va s'accompagner à 90% de troubles psychocomportementaux. Donc au début de la maladie, ça va être un apragmatisme avec un défaut d'initiative, une indifférence affective associée à un appauvrissement ou une fluctuation au niveau émotionnel, une apathie physique et ou psychique, un désintérêt, une perte de plaisir, un repli sur soi, un syndrome dépressif, une anxiété. À un stade plus avancé, on va avoir une agitation psychomotrice avec des gens qui vont se mettre à déambuler, à crier à voix haute, et ça peut aller jusqu'à l'agression physique ou verbale. Donc je vais vous parler de la prise en charge en équithérapie des personnes présentant les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Alors il faut savoir qu'à la base, je n'avais pas a priori j'avais pas envisagé cette prise en charge parce que c'est vrai qu'elle est rare et que j'en avais pas entendu parler. Donc je n'aurais pas proposé spontanément cette prise en charge. Et donc, comme je note ici, la demande institutionnelle de l'EHPAD a créé l'offre de soins. Donc ça a été possible de pouvoir prendre en charge ces patients parce qu'il y avait une population en difficulté, donc les personnes Alzheimer. Il y avait une demande institutionnelle avec un directeur qui était relativement ouvert aux nouvelles activités thérapeutiques qu'on pouvait proposer. Il y avait une offre de soins en termes de compétences, puisque je suis équithérapeute, je suis aussi infirmière.
J'ai travaillé comme coordinatrice de soins dans une maison de retraite, donc je connais ce type de patientèle. Et j'ai bien sûr un partenaire en termes de centre équestre qui est adapté. On parlait d'accessibilité tout à l'heure. Et bien là, effectivement, comme il y a des gens en chaise roulante, le centre équestre avec lequel je travaille a une rampe cimentée, tout est accessible. Il y a la difficulté, c'est au niveau quand on arrive dans le manège, sur quelques mètres, les chaises roulantes, c'est un petit peu difficile, mais on y arrive. Donc au niveau de la prise en charge, l'historique, c'est une demande donc du directeur de l'EHPAD, une EHPAD du 78, qui était à la recherche d'une nouvelle médiation. Il a entendu parler d'équithérapie, il ne sait pas trop exactement ce que c'est, mais il est intéressé, potentiellement en tout cas. Hein. D'autant plus qu'il a du mal à trouver quelque chose qui puisse intéresser et faire sortir ces personnes Alzheimer de l'institution. Donc, il recherche à mettre en place ce projet, un petit peu sans précisément avoir de demande bien clairement formulée. Donc, il y a 2 rencontres qui ont été faites. Une rencontre juste avant mon diplôme, ce qui a permis et d'expliquer ce que c'était l'équithérapie et d'expliquer éventuellement les compétences que je pouvais proposer, se mettre d'accord sur les axes de travail qu'on pouvait donner à ce projet. Et donc un accord de principe. Deuxième rencontre, donc juste après mon diplôme, où là on se met plutôt d'accord sur les aspects pratiques, le nombre de personnes, l'habillage spécifique, parce que c'était une EHPAD où les gens avaient un niveau social assez plus que correct, et donc potentiellement on pouvait arriver en petit tailleur, petites chaussures découpées, c'était pas tout à fait adapté, donc il a fallu faire une petite mise au point là-dessus. Donc le nombre de personnes qui formaient le groupe, l'habillage, envisager éventuellement aussi les accompagnateurs, leur rôle, et j'avais demandé au départ des chaises pliantes pour pouvoir utiliser pendant la séance, que je n'ai jamais eu, mais on s'est débrouillé autrement. Donc la première séance est programmée en janvier 2011, et là je dirais que c'est une des rares erreurs que j'ai fait avec ces personnes, c'est débuter en plein froid. Donc les 4 axes de la prise en charge sur lesquels on s'était mis d'accord avec le directeur, donc c'était de travailler tout ce qui était mémoire, tout ce qui était sens, tout ce qui était relation, communication, émotion et plaisir. Donc le groupe, sur les 2 ans de la prise en charge, j'ai eu donc des groupes, un groupe de maximum 4 personnes, sachant qu'il y avait un noyau fixe de 2 à 3 personnes qui ont fait les 2 ans de prise en charge. Il faut savoir que c'est un groupe très hétérogène, puisque c'est un groupe à 2 niveaux. Au niveau de la mobilité, puisqu'il y a des gens qui sont déambulateurs. Déambulateurs, ce sont des gens qui n'arrêtent pas de marcher, qui ne peuvent pas rester en place. Des gens qui avaient des mobilités correspondant à l'âge physiologique qu'ils avaient, donc quelqu'un de 80, 85 ans, voire plus. Et puis des personnes qui arrivaient en chaise roulante, en fauteuil roulant. Hétérogène aussi parce que des symptômes de gravité très diverses au niveau des démences présentées. Alors, le déroulement standard d'une séance d'1 heure, c'est l'accueil du groupe. Alors, l'accueil du groupe, c'est dès l'arrivée du transport. En fin de compte, je vais jusqu'à la voiture ou je vais jusqu'à la camionnette de transport pour accueillir le groupe. C'est important. Je fais ça dans le sens où c'est comme si je recevais des gens invités chez moi. Je vais les chercher comme si je les recevais à mon domicile et que je leur proposais une séance d'équithérapie, mais je les invitais à partager avec moi une activité. Cette forme particulière est importante pour les personnes âgées. Donc on rentre dans le centre équestre par les écuries, on va voir les chevaux et les poneys qui sont dedans, on en profite pour observer, caresser, voir les différences au niveau des robes, au niveau des tailles, au niveau des expressions des chevaux, entre guillemets, ceux qui sont aimables ou pas aimables, etc. Donc on verbalise autour de ça. Il y a une prise de contact avec l'équidé qu'on va utiliser, sachant que j'utilise un poney Shetland
pour le groupe. Un poney qui peut être en fin de compte sous deux formes. Il y a deux poneys particuliers avec lesquels je travaille. Il y a un poney qui est extrêmement calme et qui, si on le pose quelque part, enfin entre guillemets, il ne bougera pas, quoi qu'il arrive. Très très impassible. Hein. On peut s'agiter, il ne bougera pas. Donc ça, c'est pas mal. Et un autre, par contre, qui est très interactif et qui est capable d'aller chercher la personne âgée si elle ne vient pas spontanément vers lui plutôt. Donc il va venir quasiment monter sur les appuis-pieds de la chaise roulante pour aller voir ce qui se passe dans les poches des résidents, etc. Hein. Donc selon je dirais la conformité du groupe, comment se présente le groupe ce jour-là, je vais prendre soit le très calme, parce que je les sens un petit peu énervés, beaucoup de gens qui vont déambuler, ou bien je les trouve un peu passifs, et dans ce cas-là, je vais prendre celui qui est un petit peu plus actif pour essayer justement d'aller les chercher là où ils sont. Donc, je confie à une personne du groupe le fait d'emmener le poney. Hein. Ah oui, une chose que j'ai pas dit. Pourquoi choisir des poneys Shetland? Parce que d'une part, pour les gens qui sont en chaise roulante, c'est à niveau de la chaise roulante. Hein. Ils ne regardent pas un énorme cheval du bas vers le haut. Hein. Ça permet d'avoir pour les gens qui sont en station debout, ça permet d'avoir une position haute par rapport à l'autre. Or, les personnes âgées dans les institutions, souvent, sont, entre guillemets, objets de soins. On décide pour eux, on s'occupe d'eux. Ils n'ont plus la possibilité de s'occuper de quelqu'un d'autre, d'avoir la responsabilité de quelqu'un d'autre. Le fait d'avoir une position haute vis-à-vis du poney Shetland, c'est important symboliquement, on va dire. Ça permet aussi que les personnes qui ont une mobilité réduite puissent s'appuyer, prendre appui sur le cheval pour avoir une certaine autonomie autour du poney. Et puis il y a un aspect peluche, un peu régressif, qui fait que les personnes âgées vont spontanément le caresser, le brosser, etc. assez facilement. Donc on part avec le poney, confié à quelqu'un. On va s'installer dans une partie du manège qui a été donc préparée. Je l'ai préparé donc pour que les gens soient un peu en demi-cercle avec des chaises donc pliantes que j'ai trouvées ailleurs que par l'EHPAD, ou des plots sur lesquels les personnes peuvent au moins s'appuyer pour se reposer physiquement si c'est un petit peu long pour elles. Donc on se met en demi-cercle, ça permet de limiter les déplacements, que tout le monde entende bien ce que je dis, puisqu'il y a des problèmes d'audition, que tout le monde voit bien ce que je fais, parce qu'il y a des problèmes de vision. Que tout le monde facilement puisse toucher l'animal sans trop se déplacer. Alors, on fait le pansage, donc à tour de rôle. On ne cure pas les pieds, bien sûr, parce que c'est trop difficile au niveau de la position. Hein. On va travailler à peu près sur un axe spécifique, environ 20 minutes dans la séance. Et après, il y a une partie qui est toujours très bien ressentie, c'est la récompense au poney. On va le nourrir. Hein. Le nourrissage, c'est très important. Et là, le poney, même l'impassible, va être très actif. Il va venir chercher les pommes, etc., dans les poches des gens. Le retour au box, en compagnie du groupe. Et je réaccompagne le groupe jusqu'à leur voiture, où je vais les réinviter à revenir le mois suivant. Donc, au niveau de la séance que je voulais un petit peu décrypter avec vous, c'est une séance. Alors, le côté pansage, c'est une étape qu'on utilise à chaque séance. Hein. Et puis, il y aura quelque chose d'un peu spécifique, c'est la thématique de l'alimentation pour le poney. Et je vais vous décrire un petit peu ce que je fais. Donc, au niveau du pansage, donc ça c'est fait au niveau de toutes les séances. On va expliquer les différentes brosses, l'ordre d'utilisation. Donc, ça va faire travailler la mémorisation et la concentration. On va faire choisir la brosse adaptée. Donc, on va faire travailler le toucher et la vue. On va brosser en repérant les parties du poney, toucher et vue. On va rebondir sur les commentaires de la personne en termes de qu'est-ce qu'elle pense que le poney exprime au niveau de la communication, on va dire non verbale, et qu'est-ce qu'elle pense de l'état du poney. Il est propre, il est sale, etc. Il est content. Donc ça va faire verbaliser, ça va faire utiliser l'audition, la vue, le toucher, etc. pour faire ce pansage. Au niveau de l'axe spécifique d'alimentation du poney, donc en amont, j'aurais prévu tout ce que je peux trouver comme aliment possible et imaginable pour le poney.
sous différentes formes, donc de l'eau, des granulés, des friandises industrielles aux fruits rouges, à la banane, à la pomme, etc. Des fruits et des légumes, des morceaux de pommes, des carottes, du foin, de la paille, de l'herbe, de l'avoine, du maïs, etc. que j'aurais mis dans des petits contenants. Et puis aussi des éléments improbables, mais en termes d'alimentation des poneys, mais qui sont forts en niveau sens, du genre citron, mandarine, pour faire travailler l'odorat. Hein. Et donc je vais présenter les différents aliments aux personnes. Je vais essayer de les faire reconnaître, les faire sentir, les faire goûter si elles veulent, manipuler, hein, pour parler de l'alimentation du poney. Alors, cette thématique d'alimentation est très importante. Ça marche toujours très bien, cette séance, parce que le plaisir du repas, le plaisir de manger, c'est un des rares plaisirs qu'on conserve très longtemps. Et donc, c'est un plaisir qu'elles prennent plaisir à partager avec le poney. Hein. En plus, c'est très porteur en termes de souvenirs d'enfance, de souvenirs anciens. C'est un peu la Madeleine de Proust. Hein. Et il y a plein de choses qui émergent autour de l'alimentation. Hein, donc, on va en profiter pour faire verbaliser des souvenirs, on va échanger, on va discuter, etc. De ce que ça ce que ça mobilise chez eux. Alors, je vais parler de mon bilan, donc après 2 années d'exercice. Donc, je vais commencer par les points négatifs, pour pouvoir finir par les points positifs. Le point négatif le plus important, ce qui est difficile, c'est, comme j'ai dit, que c'est un groupe hétérogène, tant au niveau des capacités de mobilité physique qu'au niveau de la sévérité des symptômes d'Alzheimer. Ce qui fait que on a du mal à être adapté constamment à tout le monde. Donc je fais de l'individuel dans le collectif, mais à partir du moment où je fais de l'individuel, les autres sont un peu délaissés, donc très vite, je ne les ai plus avec moi, et c'est difficile à raccrocher après. Il y a plein de choses que je pourrais faire comme exercice si les mobilités physiques étaient à peu près identiques. Et que je ne peux pas faire parce que j'ai des chaises roulantes, entre autres, qui de ce fait, rendent ce travail inadapté, si je proposais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point négatif ? Les séances sont trop rares. On était parti sur une périodicité idéale entre une fois tous les 15 jours, voire une fois par mois, sachant qu'une fois par mois, c'est pas trop large pour ce type de patient parce qu'on est vraiment dans l'ici maintenant. Même si je les voyais tous les jours, je ne suis pas sûre qu'ils me souviendraient de moi le lendemain. Hein. Donc là, on est vraiment dans le plaisir et dans le travail ici maintenant. Même si c'est tous les mois, c'est quand même thérapeutique pour moi en tout cas. Donc les séances étaient trop rares, puisque en fin de compte, on était plutôt sur une périodicité une fois par mois, et que les mois où il fait froid, eh bien, ils ne viennent pas. Donc de ce fait, c'est quasiment presque une activité saisonnière, on va dire ça comme ça. Que ça entraîne un manque de suivi, hein, et que si on regarde uniquement l'aspect financier pur, c'est pas franchement rentable. Autre point négatif, la difficulté à avoir une difficulté à avoir un habillage adapté. Hein. Donc effectivement, on pourrait faire des séances dans des périodes un peu plus froides si on avait toujours un habillage adapté. Or, il y en a toujours qui arrivent en robe, avec des petites chaussures, des manteaux trop légers, etc. Et entre autres, ceux qui sont en chaise roulante, qui ne bougent pas du tout, c'est vraiment un point négatif. Et on a beau répéter, voilà. Les autres points que je veux aborder sont les points positifs. Donc, en point positif, sur 2 ans, j'ai quand même toujours eu 2 à 3 personnes qui sont restées les mêmes et qui sont toujours revenues avec beaucoup de plaisir, avec toujours... j'ai jamais eu de leur part un refus à la stimulation de l'activité. Hein. Donc, c'est quelque part qu'elles y trouvaient leur compte. Et je pense vraiment que c'est vraiment sur la notion de partager quelque chose et se faire plaisir. Qu'il y a eu une mise en place d'une relation adaptée et intéressante au niveau entre le thérapeute et les personnes, entre les poneys
et les personnes. Et je voulais justement un petit peu approfondir ce point parce que je pense que par rapport à la population des personnes vieillissantes, Alzheimer ou pas, il y a vraiment un élément très important à retenir parce que quelle que soit votre séquence que vous préparez au niveau de la séance, quels que soient les outils formidables que vous mettez en place, si vous n'avez pas des compétences de savoir-être adaptées à ce type de population, vous passez à côté. C'est vraiment très particulier. Ça passe par de l'écoute empathique, bien sûr, un regard qui est bienveillant, un respect du rythme et du choix des résidents. Les résidents personnes âgées arrivent avec un rythme très ralenti. Faut vraiment respecter ce rythme. Il faut respecter le choix, même si ce choix c'est non, je ne veux pas participer à l'activité. On les laisse observer. Parfois il y a un petit ébauche et on arrive à les raccrocher. Il faut valoriser l'expérience de vie de ces personnes et les capacités non pas restantes mais présentes. J'appuie bien sur ce mot, afin de leur reconnaître le statut, la dignité d'un individu à part entière, puisque trop souvent, on a une représentation de ce corps vieillissant qui va être trop souvent sous le terme de diminution de, incapacité totale ou partielle à faire ceci et cela, vraiment une représentation négative de la personne âgée. Point positif aussi, mobilisation d'une famille lors de l'activité. Alors j'étais assez étonnée la première fois. Une même famille est venue 2 fois sur les 2 années pour voir sa maman en séance d'équithérapie avec un retour très positif. Et entre autres, ils m'ont dit, enfin ça c'est pas le retour positif, mais entre autres, ils m'ont fait la remarque, on comprend pourquoi quand elle rentre, elle n'est pas tout à fait propre. Bah oui, le poney avait bavé. Donc voilà. Et puis en bénéfice secondaire, je dirais, mais j'en suis quand même assez fière de ça, j'ai contribué à la mise en place d'une certaine ouverture au niveau de l'EHPAD, une dynamique institutionnelle où ils ont fait venir, après qu'on ait bien évolué au niveau de l'équithérapie, ils ont fait venir une zoothérapeute dans l'institution avec des chiens, des chats, des lapins, etc. Donc les animaux sont arrivés dans l'institution. Et même des dérogations pour que des résidents rentrent en institution avec leurs animaux de compagnie. Donc ça, j'étais contente. Bravo. Ah oui. Alors, les axes d'amélioration possibles. Donc, je remercie le colloque et l'IFEC de m'avoir invité parce que ça m'a permis de faire le bilan de cette prise en charge et de me dire, voilà, j'en suis là et qu'est-ce que je vais en faire. Donc, si on veut pérenniser cette prise en charge, je pense qu'il faudra passer automatiquement par un travail en amont avec l'EHPAD pour créer un ou des groupes plus homogènes, pouvoir être plus ciblé sur les activités et les objectifs. Il faut aussi travailler en amont avec le ou les accompagnateurs, parce que si on a des groupes hétérogènes, on peut le faire aussi si l'accompagnateur prend le relais du thérapeute quand il passe d'un sous-groupe à un autre. Or, jusqu'à présent, l'animateur référent était plutôt dans l'aspect photographie, et la deuxième accompagnatrice qui était obligatoire, parfois j'avais des gens qui avaient peur des chevaux, donc c'était un petit peu difficile. J'avais réfléchi aussi que pour pouvoir pérenniser ce projet de prise en charge de personnes institutionnalisées, on pouvait éventuellement dédier un créneau horaire sur un jour et travailler avec plusieurs EHPAD pour que le turnover des EHPAD puisse permettre de créer des outils, des séquences spécifiques et pouvoir, je dirais, les rentabiliser parce que ça demande quand même du temps. Éventuellement aussi l'aspect financier serait plus attractif pour les thérapeutes. Et puis bien sûr, je pense qu'une ouverture vers une population âgée non Alzheimer pourrait tout à fait être indiquée, puisque quand on rentre en institution, on perd quand même beaucoup de choses, et qu'une ouverture vers l'extérieur et vers une activité qui donne du plaisir ne peut être que positive. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention et si vous avez la question.